Dans la section 3.4, on s'est intéressé à la figure d'interférence produite par un réseau, c'est-à-dire un grand nombre de fentes également espacées, placées une à côté de l'autre. Alors, si on compare avec la situation à deux fentes, lorsqu'on a deux fentes espacées par une distance d, on a vu à la section 3.2 comment calculer la position des maximums et des minimums sur l'écran. Maintenant, si on a un réseau qui comporte plusieurs fentes dont chacune est espacée par rapport à la suivante d'un espacement petit d, on se rend compte que la position des maximums sur l'écran est la même que pour deux fentes. Mais la différence importante, c'est que les maximums sont très très minces et on a une grande zone complètement noire entre les maximums. Tandis que dans le cas de deux fentes, c'était graduel. On passait du maximum au minimum, puis on revenait au maximum de manière graduelle. On va voir que cette propriété des réseaux fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus utiles qu'un système à deux fentes pour analyser la lumière. La distance petit d entre deux fentes successives, on l'appelle le pas du réseau. C'est comme le pas, un pas à l'autre pour aller d'une fente à l'autre. Dans la situation de deux fentes, on vient de dire que c'était graduel. On passait d'un maximum à un minimum de manière graduelle. On avait vu que les maximums étaient pour quand delta valait lambda, 2 lambda. Et les minimums, ben, lambda sur 2, 3 lambda sur 2. Et on pourrait montrer, si on faisait une analyse détaillée, qu'on a comme ça une variation graduelle. Maintenant, si on avait juste une seule fente, on aurait un cône de diffraction. Alors, imaginons que ce cône aurait une intensité relativement constante qu'on appelle I1. Vu qu'on a deux fentes, chacune produirait une intensité moyenne I1, donc l'intensité totale en moyenne devrait être 2 fois I1. Et c'est ce qu'on observe, en fait, on se rend compte que dans les minimums, l'intensité est 0. Puis dans les maximums, vu que les deux amplitudes se superposent, on a deux fois l'amplitude, mais vu que l'énergie d'une onde est proportionnelle au carré de l'amplitude, on se retrouve à avoir 4 fois l'intensité. Et si on a des minimums à 0 puis des maximums à 4, la moyenne donne bien 2 fois. Alors pourquoi c'est important d'avoir mentionné ça? Parce que lorsqu'on rajoute des fentes, par exemple si on rajoute une troisième fente, on se retrouve à avoir une figure d'interférence qui ressemble un peu à deux fentes, mais les maximums sont plus étroits et plus intenses. Bon, ils sont à la même position parce que on peut le voir facilement. Si on a deux fentes et que la différence de marche entre une fente et la suivante, c'est delta, si on rajoute une troisième fente à la même distance, ben celle-là sera aussi le même delta que la précédente. Donc ici, imaginons que delta vaut par exemple 1 lambda pour le premier maximum. Donc cette source-là se renforce avec cette source-là. Mais vu qu'on rajoute une troisième source, elle aussi avec lambda de différence de marge, ben les trois vont se renforcer. Donc on va avoir un maximum 3 fois l'amplitude, mais vu que l'énergie est proportionnelle au carré, 9 fois l'énergie. Maintenant, vu qu'on a trois fentes, l'intensité totale devrait donner 3 fois l'intensité d'une seule fente, mais les maximums sont à 9. Alors, on se rend compte que si les minimums sont à 0, en fait, il faut qu'ils soient plus larges que les maximums pour que la moyenne donne 3. Et en fait, si on fait l'analyse détaillée, on se rend compte qu'il apparaît un petit maximum secondaire pour lambda sur 2. Alors, à lambda sur 2, la première source annule la deuxième et la troisième n'est pas annulée. Donc, ça fait un petit maximum secondaire. En fait, on se rend compte si on rajoute des fentes, on a des maximums de plus en plus étroits et intenses et des petits maximums secondaires qui apparaissent entre. Alors, pour 4 fentes, on a 2 maximums secondaires. Pour 10 fentes, on en aurait 8. Éventuellement, lorsqu'on se retrouve à avoir un très grand nombre de fentes, les maximums sont toujours à la même position. Peu importe le nombre de fentes, si elles sont également espacées l'une de l'autre, simplement qu'ils sont rendus très minces et très intenses. C'est pratiquement des points de lumière intenses sur l'écran. Et c'est ce qu'on observe dans le cas d'un réseau. Ici, on voit qu'est-ce qui se passe si on a de la lumière de différentes couleurs qui est envoyée en même temps sur 2 fentes, 3 fentes, 7 fentes et un réseau. Alors, plus on a de fentes, plus globalement une grande quantité de lumière traverse, donc plus la figure est intense. Mais on observe aussi que plus les maximums sont localisés et intenses. En haut, sur chaque schéma, on voit ce qui se passe si on envoie juste de la lumière verte, par exemple un laser vert à travers le système. Mais si on envoie toutes les couleurs du spectre en même temps, vu que la position des maximums n'est pas la même dépendamment de la longueur d'onde, plus la longueur d'onde est grande, plus les maximums sont éloignés du centre pour le même numéro de maximum,
les couleurs sont pas tout à fait superposées, sauf au centre. Toutes les couleurs se superposent au centre pour donner blanc. Alors, on voit qu'il se forme des arcs-en-ciel de chaque côté. Les maximums bleus sont plus proches du centre que les maximums rouges. Mais lorsqu'on a deux fentes, vu que chaque maximum est relativement large et que le dégradé est graduel, on voit que ça fait comme des arcs-en-ciel délavés. Pour chaque couleur, le maximum est localisé, plus on se retrouve à avoir un beau spectre net. Ce qui fait qu'un réseau, c'est une très bonne façon de séparer la couleur en spectres. Un prisme peut faire ça, mais les réseaux sont très utiles en astrophysique pour décomposer la lumière qui vient des astres et pour pouvoir l'analyser. Maintenant, vu qu'il y a plus de lumière qui traverse un grand nombre de fentes, les maximums se retrouvent à être très intenses et ils sont faciles à voir même si on est loin du centre de l'écran. Donc, à la section 3.2, on avait vu que pour l'expérience de Young, la figure d'interférence est relativement petite au centre de l'écran, l'angle θ est jamais très grand et on pouvait faire l'approximation tangente θ égale sin θ. Ce ne sera pas le cas pour un réseau en général. L'angle θ peut se rendre pratiquement jusqu'à 90 degrés. On a quand même les mêmes équations. On a encore delta égale d sin θ, la différence de marche d'une source par rapport à l'autre. On a encore delta max égale m lambda pour les maximums. Et on a encore tangente θ égale y sur L. Donc avec ça, on est capable de trouver par exemple la position des maximums. Remarquez qu'on ne demandera jamais la position des minimums parce qu'il n'y a pas vraiment de minimum. Il y a toute une zone noire entre chaque maximum. Maintenant, si on envoie de la lumière sur un réseau de toutes les couleurs, on vient de voir des spectres de chaque côté et il va y avoir un chevauchement. Il va y avoir une partie d'un des spectres qui va se superposer au spectre suivant. Alors, au centre, toutes les couleurs arrivent au centre avec un maximum, donc ça donne un maximum blanc. Ensuite, pour m égale 1, on a un arc-en-ciel de chaque côté, bleu plus proche du centre, rouge plus loin. Pour m égale 2 de même, pour m égale 3 de même. Puis on peut montrer, si on fait le calcul exactement, que le spectre pour m égale 3 commence avant que le spectre pour m égale 2 soit terminé. C'est-à-dire le bleu de m égale 3 se superpose au rouge de m égale 2. D'ailleurs, ça crée quelque chose de très particulier visuellement. À l'œil, on observe la couleur magenta, qui n'est pas une couleur qui existe directement dans le spectre de la lumière visible, mais qui est produite lorsqu'on a vraiment la superposition du rouge et du bleu. L'œil perçoit ça magenta. Ici, on a une véritable photo. Évidemment, on voit jamais les spectres séparément 1, 2, 3. On voit seulement le résultat global sur l'écran. Alors, on a le m égale 0 au centre, pour m égale 1, pour m égale 2, et la partie rouge de m égale 2 qui se superpose à la partie bleue de m égale 3.